Eh bien, vendredi 9 mai, à Nancy, le président de la République Emmanuel Macron et le Premier ministre polonais Donald Tusk ont signé un traité d'amitié et de coopération consacré à l'amitié franco-polonaise, de renforcer la sécurité, la défense, l'infrastructure, etc., etc., etc. Et ils ont même évoqué, en tout cas Donald Tusk, le Premier ministre polonais, a évoqué le parapluie nucléaire que la France pourrait tendre à son allié européen de l'OTAN. Et il dit oui, si tombe la pluie du côté russe ou ailleurs, ou du côté chinois, est-ce que vous allez tendre le parapluie, cher Emmanuel Macron? Eh bien, voilà, les moyens militaires, etc. N'oubliez pas que tous les deux sont dans l'OTAN, tous les deux sont dans l'Union européenne, la France et la Pologne. Donc, coopération dans le domaine de la dissuasion nucléaire, mais également, effectivement, dans le nucléaire civil. Enfin, en tout cas, entre la France et la Pologne, c'est, je ne dirais pas l'amour fou, mais un joli petit pacte, c'est bien, et pourquoi pas. Donc voilà, et Benjamin Haddad, le ministre français chargé de l'Europe, a dit c'est un pays en première ligne, je parle de la Pologne, face à la menace de la Russie, un acteur majeur de l'Europe aujourd'hui en forte croissance. Voilà, donc grande coopération, etc. Et la chose importante, c'est de savoir au fond si, comme le disait dans un entretien au journal économiste, Emmanuel Macron a dit aussi: je suis prêt à envoyer des troupes françaises en sol en Ukraine si Moscou perce les lignes de front et si Kiev le demande. Très important. Il est prêt à envoyer des troupes françaises au sol en Ukraine, dit le président de la République française, si Moscou va percer les lignes de front et si Kiev le demande. Voilà. Alors, Philippe Fabry, bonjour. Bonjour Philippe. Vous entendez ? Je vous entends très bien. Parfait. Écoutez, on vous a reçu avec plaisir pour ce très bon livre, le L. Césars, l'histoire effectivement des Césars, du césarisme et du césarisme aujourd'hui, aux éditions Scripta Manette. Et là, c'est à l'avocat, l'historien et au constitutionnaliste, en tout cas du parfait connaisseur de la Constitution, avec qui je m'entretiens. Alors, article 15, je rappelle, vous allez me dire, on dit, voilà, je rappelle rapidement, mais je voudrais vraiment avoir votre commentaire ressenti. Donc, si le chef de l'État s'engageait dans la voie d'une opération extérieure, une OPEX, à l'occasion, effectivement, si Kiev le demande et tout ça contre la Russie. C'est une décision qui prendrait seule sans avoir à en répondre devant le Parlement. La Constitution indique en effet dans l'article 5 que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités, il est le chef des armées, etc. Décision, donc l'article 15, décision d'engagement des armées est prise par le président de la République en Conseil de défense. Et c'est absolument ça, c'est-à-dire que s'il y a une avancée ou une aventure, c'est selon l'opinion qu'on en a, Philippe Fabry, est-ce que le président peut décider seul, et non seulement décider seul, mais engager seul l'armée française ? Alors ça, c'est tout le problème c'est une tension qui est dans le cœur de la Constitution de la Ve République. Et en fait, ça dépasse très largement la question des armées, mais la question des armées est primordiale là-dedans parce que forcément, ça engage la vie de la nation. Ben oui. Mais on se retrouve face à ce problème qui est le problème général de savoir quel est exactement le pouvoir du président de la République dans la Constitution de la Ve République. Ouais. On sait que de facto, le président de la République dans la Ve République a accumulé de plus en plus de pouvoirs qui étaient du pouvoir indu par rapport à ce qu'il avait au début dans tout un tas de matières, notamment dans le fait en particulier en gros de diriger le pays à la place du chef du gouvernement. Et là, ouais, on est dans le problème, c'est que on a la façon d'articuler le fait que le chef de l'État et le chef des armées, effectivement, il y a un certain nombre de recours possibles, avec l'article 21 aussi, qui fait du responsable de la défense nationale le Premier ministre. C'est le Premier ministre, en tant que chef du gouvernement, qui est responsable de la défense nationale. C'est pas vraiment le président de la République. Le président de la République, c'est censé être un rôle en réalité plus en surplomb. Et tout le problème, c'est que les articles justement comme garant de l'indépendance nationale de l'intégrité du territoire, oui, qui sont des articles qui relèvent normalement de ce qu'on appelle de l'autorité du chef de l'État. C'est-à-dire c'est celui qui est là en dernier ressort pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème et pour surveiller en fait que le gouvernement fasse bien son travail. Pas pour faire son travail à la place du gouvernement, si vous voulez. Mais Philippe Fabry, juste un mot. Par exemple, très spécifiquement, si j'entends ce que vous dites, c'est au chef du gouvernement aussi, au moins conjointement, de décider, puisqu'il s'occupe de la défense nationale, de savoir si on envoie des troupes ou pas. Ou ça reste du ressort. C'est la question du ressort exclusif du président de la République qui peut d'ailleurs, le Parlement peut en discuter, mais il n'y aura pas de vote.
Est-ce que c'est ça? Alors, le problème, c'est que justement, tout ça n'est pas écrit de manière très claire dans la Constitution. Et qu'il y a eu beaucoup de jeux pratiques qui s'est fait. Si on lit purement le texte de la Constitution, normalement, à minima, il faut qu'il y ait une unanimité, on va dire, entre le président de la République et le chef du gouvernement pour décider de ce genre d'opération. Et même pour les opérations les plus importantes, celles qui durent notamment plus de 4 mois à l'étranger, les opérations militaires, là, il faut en plus que le gouvernement obtienne l'accord du Parlement. Et normalement, il y a déjà un premier seuil qui dure 4 mois, qui sont des interventions, des opérations militaires à l'étranger, qui sont pas encore, qui sont en dessous de la déclaration de guerre, parce que pour la déclaration de guerre, il faut avoir l'accord du Parlement. Du Parlement, oui. Et déjà pour ça, normalement, il faudrait Premier ministre plus Président de la République. Or, ce qu'on a vu beaucoup, c'est effectivement le Président de la République considérait qu'il pouvait décider tout seul. Ouais. Et c'est quelque chose qui est particulièrement vrai chez Emmanuel Macron, d'autant plus qu'on ne voit pas sur toute la séquence, que ce soit là-dessus ou même les problèmes qu'il y a avec l'Algérie, hein, à notre niveau depuis quelques semaines, on a l'impression véritablement d'un Premier ministre qui est totalement inexistant sur ces sujets-là. Il y a d'autres sujets d'ailleurs sur lesquels les Premiers ministres sont inexistants. Par exemple, sur la politique étrangère, on a l'impression que François Bayrou est totalement taisant. Alors que, ne serait-ce que pour la nomination des commissaires européens, par exemple, le Premier ministre devrait avoir son rôle. C'est le chef de l'État qui l'a capté complètement, mais tout ceci, en fait, relève du même problème, qui est une captation de pouvoir par la présidence de la République, qui est d'autant plus problématique qu'il y a un problème démocratique là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a certains pouvoirs, éventuellement, qu'un président de la République bien élu et qui a une assise populaire importante pourrait prendre tout seul, éventuellement. Ça serait dans le champ de ce qui se négocie, on va dire, dans la pratique constitutionnelle. Mais c'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un président qui est contesté, qui a perdu tous ses derniers scrutins, qui avait été moyennement bien réélu en 2022. Et donc, effectivement, on peut questionner la légitimité qu'il a à faire toutes ces choses tout seul, sans juger de la pertinence des décisions, parce qu'un point de vue stratégique, renforcer l'intégration avec un pays qui a de la masse, comme la Pologne, mais qui a peut-être moins de savoir-faire que ce qu'on a en France, ça peut être des choses intéressantes au plan technique, mais au plan démocratique et au plan stratégique, là, c'est plus compliqué, quoi. En fait, si je comprends bien, c'est intéressant. La lecture, je dirais, attentive et précise de la Constitution implique qu'il y ait quand même un pouvoir un peu plus partagé, mais dans la pratique, et ça ne date pas d'Emmanuel Macron, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire, on revient à ce qu'on appelle la monarchie dite républicaine, où effectivement, tel est mon bon plaisir, je décide seul, voilà, parce qu'il le dit, là, c'est très intéressant quand il dit... je suis prêt à envoyer des troupes françaises au sol en Ukraine. Je répète pour parler de cet exemple. Il y en a d'autres, bien sûr. Si Moscou allait percer les lignes de front et si Kiev le demandait, c'est quand même un engagement qui n'est pas négligeable. Et ça va au-delà de la Pologne et autres. Surtout que dans un système démocratique européen standard, hein, comme il y a chez nos voisins, en réalité, c'est plutôt le chef de gouvernement qui prendrait ces décisions-là. Le président de la République est plutôt là pour venir appuyer, on va dire, en ce qu'il représente l'unanimité de la République, une décision d'un chef de gouvernement. Parce que c'est pas juste une décision politique d'une majorité temporaire, par exemple d'entrer en guerre ou ce genre de choses, c'est quelque chose qu'on considère comme étant beaucoup plus profond, beaucoup plus engageant, donc qui nécessite aussi l'autorité suprême, on va dire. Néanmoins, cette autorité suprême, ça reste une autorité, si vous voulez, c'est pareil, c'est un exemple qui est assez parlant en général pour les gens, si demain le Royaume-Uni entre en guerre, c'est le Premier ministre qui le décidera, mais qui sera appuyé par le roi d'Angleterre, parce que c'est le roi d'Angleterre qui est le chef des armées. Mais c'est pas le roi d'Angleterre qui prendra la décision. Chez nous, en France, c'est comme si le roi d'Angleterre avait capté cette décision de dire je peux entrer en guerre et je peux lancer le pays comme je veux dans ce genre d'aventure. C'est ça qui est très problématique. Et Philippe Fabrice, c'est effectivement un peu préoccupant parce que, encore une fois, un homme seul, quel qu'il soit, on peut penser ce qu'on veut d'Emmanuel Macron, mais enfin, un homme seul qui déciderait seul. Moi, ce qui me frappe, alors, on sait très bien que la Ve République et la Constitution générale de Gaulle et de Michel Debré avaient évidemment, voulant sortir du régime des partis, on va pas revenir là-dessus, avaient fait la prééminence, évidemment, du chef d'État élu au suffrage universel. Mais là, quand même, aujourd'hui, nous sommes en 2025, on n'est plus en 1958 ou en 1962, il y a quelque chose d'assez préoccupant à voir comment se prennent les décisions dans ce contexte européen
explosif, on peut le dire, hein, et il y a d'autres, effectivement, décisions. On se dit, mais alors, le Parlement n'existe plus, le Parlement n'a même pas voix au chapitre, le Premier ministre, vous le dites, est taiseux, enfin, on l'entend pratiquement plus, et c'est quand même préoccupant du point de vue, je dirais, démocratique, si on peut encore employer ce mot. Ben, tout à fait, parce que même si on était encore dans la situation qui a, disons, prévalu entre 2017 et 2022, où le président de la République avait une majorité pour lui, même si à la fin, il pouvait avoir l'opinion contre lui. D'ailleurs, les élections de 2022 ont montré que le soutien était plus là, mais enfin, ça faisait quand même une sorte de consensus au sein des institutions qui faisait que, quand il prenait ces décisions-là, il paraissait appuyer sur quelque chose. Là, encore une fois, on a un président qui est dans une faiblesse politique démocratique temporaire, mais qui s'appuie intégralement sur sa légitimité d'une élection qui précède toutes ces défaites électorales, en considérant que son autorité n'est absolument pas entamée par le fait qu'il a perdu le soutien populaire. C'est ça qui est extrêmement problématique, parce que dans l'idée du général de Gaulle, encore une fois, on peut critiquer la Constitution, je m'en prive pas, mais il y avait une idée centrale qui était que l'autorité du président de la République, cette autorité, ce pouvoir très fort, existait parce qu'il s'appuyait sur le soutien populaire. À partir du moment où ce soutien n'est plus là, mais que le pouvoir continue à être employé, et même cherche à aller dans ses derniers retranchements en prenant les décisions les plus importantes et les plus graves tout seul, là, effectivement, ça crée une tension sur le régime qui est assez insupportable. Et à votre avis, est-ce que, franchement, sans faire, il ne s'agit pas de faire des prédictions, mais une analyse, Philippe Fabry, est-ce que ça peut continuer comme ça? Est-ce qu'il ne risque pas à un moment donné, je ne dis pas demain ou après-demain, ou dans un an, ou dans 2 mois, ou dans un an, comme disait François Sagan, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir une nécessité de corriger un peu certains aspects de la Constitution pour rétablir un équilibre qui, visiblement, manque aujourd'hui cruellement? Alors, tout à fait. Alors le problème, c'est que la Constitution, en fait, telle qu'elle avait été rédigée, elle laisse l'espace. Encore une fois, si on lit textuellement et littéralement, on se rend compte que le Premier ministre a beaucoup de pouvoir. Et qu'il ne devrait pas se laisser marcher dessus comme ça par le président de la République. François Bayrou a quand même réussi à s'imposer, on connaît le récit anecdotique, de la façon dont il s'est imposé comme Premier ministre à Emmanuel Macron, et on a le sentiment que c'est le seul moment où il s'est imposé à Emmanuel Macron. Depuis, sur tous ces sujets où il devrait être lui en première ligne, et Emmanuel Macron devrait éventuellement simplement lui apporter son appui pour que l'autorité de l'État soit complète, François Bayrou ne dit plus rien, et donc le problème, c'est plutôt la faiblesse politique de François Bayrou, qui est aussi liée au fait que il n'a pas de majorité, donc il doit survivre, que véritablement un problème constitutionnel. Parce que la reparlementarisation du régime, on a vu qu'elle était possible, on a vu qu'on a eu la première motion de censure en 60 ans, très bien. Maintenant, on a un Parlement qui, du fait de sa composition, a encore eu du mal à former une vraie coalition. Et on voit qu'en réalité, le gouvernement est totalement impotent. Maintenant, après 3 mois de Bayrou, on peut dire que c'est un gouvernement totalement impotent. Non, mais vous avez raison. Mais justement, reparlons de reparlementarisation, ce que vous dites, parce qu'il est là aussi là où le bas blesse. Alors, c'est vrai que on sait quelqu'un comme De Gaulle, et il l'a montré, s'il avait eu même des élections partielles législatives qui ne lui donnent plus de majorité, il serait parti. On a vu ce qui s'est passé au moment du référendum de 69 sur le Sénat et la régionalisation. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une possibilité de reparlementarisation sur que le Parlement retrouve, et même avant qu'il y ait une majorité totale, qui retrouve un rôle qui visiblement n'existe plus. On n'a plus que des extraordinaires magouilles. On voit encore les élections municipales arrivent dans l'année prochaine, et c'est déjà le marchandage et les magouilles les plus totales, comme on l'a vu au moment des élections législatives d'il y a quelque temps, de 22. Est-ce qu'on est condamné, si vous voulez, aujourd'hui, entre avoir un César ou un Caligula ou un Néron omnipotent, et puis le reste, le souk? Est-ce qu'on est condamné à cela? Condamné, je pense pas. Maintenant, c'est une situation qui ne se résout pas d'un claquement de doigts. Le problème, c'est qu'en fait, on a une démocratie en régime, on va dire, qui est à tout le moins malade. Je ne pense pas encore convalescent, mais qui a du mal à se mettre d'accord sur un certain nombre de sujets. Et pour se mettre d'accord sur un certain nombre de sujets, pour recomposer le clivage, pour savoir, être d'accord déjà sur le fait qu'on n'est pas d'accord, puisqu'on a une tripartition du Parlement, et trouver quels sont les points d'accord, ça demande beaucoup de temps et de réflexion. Et je pense que le danger, justement, ça peut être la volonté d'Emmanuel Macron de continuer d'avancer
alors qu'on n'a pas fait ce travail de guérison. Parce que si on se retrouve ensuite pris dans une confrontation géostratégique avec cette faiblesse structurelle, là, ça risque de faire beaucoup de dégâts au régime dans son ensemble. Merci Philippe Abri. Je rappelle votre livre El César aux éditions Scripta Manent. Toujours intéressant de lire ce qu'est le pouvoir et comment il peut dériver.